Bienvenue à la ferme linguistique. Bem-vindos à Добро Fazenda пожаловать Linguística. Welkom bij de مرحبا بكم في مزرعة Ferme اللغات. linguistique. Welcome أستاذ to Linguistic Farm. Des militants et puis certains universitaires nous proposent cette écriture inclusive, nous encouragent à féminiser davantage les mots ou tout simplement à prendre davantage en considération les femmes, ça c'est bien. On voit quand même que par rapport à ces transformations sur la langue, il y a une résistance, j'ai envie de dire, populaire. Et on peut s'inclure, nous, dans le peuple là-dedans, parce qu'on n'est pas habitué à ça, ça nous gêne un peu. Est-ce qu'il y a dans l'histoire, parce que tu as fait un travail sur l'histoire de la langue quand même aussi, là, depuis longtemps, est-ce qu'on a dans l'histoire des exemples de changements qui ont voulu être faits sur la langue française, de forçage, de modification de la langue française, malgré une opposition populaire? Est-ce que ça s'est fait historiquement, ça? Est-ce que ça a marché, en plus? Alors, ça s'est fait. C'est pas la première Avec fois. ou sans opposition populaire. Généralement, c'est pendant les révolutions. En Italie, c'est pendant le fascisme qu'on a eu. Et puis, pour le russe, vous avez vous aussi connu beaucoup de modifications au moment de la révolution, où on a cette espèce de volonté de tout changer. Hein, on veut faire table rase du passé. Donc, et ça passe aussi par la langue. Donc, au moment de la Révolution française, alors il y a des tas de changements qui sont faits. Hein. Là, j'ai pris ça parce que c'était amusant, parce qu'on n'y pense pas, mais le nom des villes ont été complètement modifiés, d'accord. Par exemple, donc il y a 90% des... Attendez, je cherche les chiffres. J'avais pris les chiffres, je pense qu'il les cite ici, mais non, ça c'est ceux qui ont retrouvé. 90% ont repris leur nom d'origine. Mais enfin, quasiment tous les non-lieux, parce qu'ils ont enlevé tous les non-lieux où il y avait saint, donc toute la référence à la religion, ça a été éliminé. Donc on a changé les noms. Ceux qui avaient des références au roi, etc. Donc tous les non-lieux avec roi, reine, château, etc. Plus les modifiés. villes qui se sont opposées à la Révolution française. Oui, alors celle-là, Marseille, moi je trouve ça très mignon. Ils étaient sans nom. Punition. Ils se sont appelés sans nom. Ensuite, il y avait Lyon qui a été appelée commune affranchie et Bordeaux commune Florenclin. Hein. C'est ces trois villes qui s'étaient opposées. Mais sinon, en général, on a trouvé des tas de noms farfelus pour les pays, pour les villes. Par contre, ensuite, c'est aussi quelque chose, ça a été une obligation inverse. Hein. C'est-à-dire qu'ensuite, quand la Révolution se termine, on a les nouveaux arrivants disent on retourne aux anciennes appellations. Mais il y a des tas d'autres chamboulements pendant la Révolution. Il y a le calendrier. Vous connaissez tous le calendrier révolutionnaire. On change. Évidemment, on ne va pas se repérer par rapport à une année zéro qui correspond au Christ. Hein. Tout ce qui est relatif à la religion, on l'a éliminé. Ensuite, par contre, il y a d'autres changements qui sont des changements qui sont restés, mais c'est normal parce que c'est un changement il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Les départements français, oui. On n'avait pas cette division administrative. Donc, département apparaît comme nom. C'est un nouveau nom pour désigner une nouvelle réalité. Bien sûr que ça a été conservé. Le système métrique. Tout le monde calculait les grandeurs, les poids, etc. d'une manière différente. Un pouce, ouais. Voilà, on introduit le système métrique avec des mots. Ces mots-là, ils sont restés. Donc, il faut quand même différencier les changements de mots par rapport à une traduction qui parfois été millénaire. Enfin, je veux dire, vous habitez dans une ville, on vous change le nom de la ville et du jour au lendemain, vous l'appelez différemment, votre rue, pareil, etc. Même vous-même. Puisque quand on avait des prénoms chrétiens, on devait changer de prénom. Alors, la plupart, ils se sont pris des noms d'empereurs romains, etc. Enfin c'était ce qui représentait effectivement ce qui était attirant. Mais ensuite, on est revenu à ce qu'on avait avant. Aux habitudes. Et je pense que l'heure tourne, là. Hein, oui, je pense qu'on est les 8 heures. En tant que femme et que femme militante, parce que je sais que tu es féministe, en tant qu'universitaire, tu es militante, tu es féministe, et tu nous dis que l'écriture inclusive, il y a ce politiquement correct derrière, et que ça ne marche pas, et que c'est compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, finalement? Est-ce que toi, tu serais plutôt partisan d'accompagner, de pousser un peu cette évolution vers plus de féminisation de la langue française, ou bien, finalement, en tant que lexicologue, juste d'observer comme ça, à distance, et puis de laisser les choses aller?
Personnellement, Annick, Farina. Alors, personnellement, moi, ce qui compte pour moi, on en Ouais. a parlé au niveau du droit d'expression, c'est surtout qu'on m'en kikine pas. La langue française, c'est ma langue. Je la connais suffisamment bien pour très bien l'écrire, pour avoir envie aussi de l'utiliser, qu'on me laisse utiliser la langue comme je veux. Ensuite, si d'autres ont envie de s'amuser avec des points, avec des féminins, etc., ça ne me crée pas de problème. C'est vrai qu'il y a certains textes, je les ferme directement, hein, parce que ça m'irrite. Mais ça vaut pour la féminisation, ça vaut pour d'autres types d'écriture. Hein. Mais en tant qu'enseignant, on a une responsabilité vis-à-vis de nos apprenants, que ce soit des enfants de France ou des apprenants allophones qui veulent apprendre le français. Oui, alors par rapport à ça, bon, pour l'apprentissage de la langue, je suis totalement d'accord effectivement avec la position du gouvernement français, pas pour interdire au niveau de l'apprentissage ce point médian qui vraiment crée des problèmes. Mais disons que moi, par rapport à la langue, ce que j'aime, hein, parce que bon, je vous ai montré Josette Redebov pour commencer, puis on va finir avec le petit Robert, parce que c'est la politique du petit Robert qui, selon moi, est une politique qui est... ils essaient de trouver une norme objective hein, du français, donc ils vont pas empêcher la création de nouvelles choses. Alors là, je mets le dernier article. Aujourd'hui, vous aurez auteur-autrice pour auteur. Vous aurez une note en bas. La forme féminine et autrice, on la rencontre au sens 2, 3, 4, parce que c'est vrai que pour le premier sens, qui est une personne qui est la cause d'une chose, on continue de dire auteur. Hein, On n'est pas autrice d'un. On n'a pas le féminin, non. Mais ils disent aussi, on trouve aussi une auteure sur le modèle du français du Canada. Donc, on trouve cette forme auteur qui n'a jamais pris en France, qui n'a jamais pris, qui est utilisée au Canada, il le laisse en note. Autrice, il y a quelque chose comme, je pense, 5-6 ans, j'avais le même article du petit Robert, on n'avait pas de féminin, mais il y avait une note qui nous disait qu'on utilisait avant le mot autrice et qu'on le trouve un peu. Il s'agit de l'utilisation des Français dans les journaux, etc. Donc, il y a un observatoire en quelque sorte de la néologie. On voit que finalement, autrice est le plus diffusé en francophonie, hein, pas seulement en France, même au Québec. Auteur est devenu moins utilisé qu'autrice. Pourquoi pas hein. Donc, on le relève comme le féminin de auteur. Un autre exemple, c'est parce qu'on n'a pas seulement la féminisation. On a aussi le fait... bon, donc là, c'est la féminisation. Bon, sapeuse-pompière. Bon, sapeuse-pompière, c'est une forme qu'on a conseillée, d'accord ça serait le féminin de sapeur-pompier. Mais on ne trouve nulle part sapeuse-pompière. Jamais entendu. Donc, on le met en remarque. Au féminin, on trouve une sapeur-pompier et aussi une sapeuse-pompière. Ceci dit, vous voyez les tons rouges il n'y a pas de... et il n'est pas en entrée, il n'est pas proposé. Ça vous permet de savoir que, bon, certaines personnes l'ont proposé, hein, ça fait partie des propositions, ça fait pas partie des usages. Ça ne fait pas partie des usages. Et on voit la même chose par rapport à l'utilisation des anglicismes, parce qu'il n'y a pas que le féminin, hein, où on a effectivement cette démarche de créer des nouveaux mots. Et là, c'est un bon choix d'un mot qui a bien marché, qui était bien choisi, c'est-à-dire qu'on avait fake news en anglais. On a créé le mot infox, il a marché, on le trouve maintenant dans les journaux, etc. Très bien. Le petit Robert fait une entrée, infox, en indiquant que c'est la recommandation officielle pour remplacer l'anglicisme fake news. Et fake news n'est plus comme entrée du dictionnaire. Par contre, d'autres recommandations, d'accord, qu'ont pu faire notre service effectivement de création terminologique, n'ont pas marché, ne marcheront sûrement jamais, d'accord. Donc par exemple, happy hour, hein, l'entrée c'est happy hour. On vous dit qu'il y a une recommandation officielle, hein, qui est la bonne heure. Mais quand on verra la bonne heure écrit dans les bars, on n'a pas vu ça. Et ben à ce moment-là, on aura une entrée où à l'intérieur de l'article bonne ou heure, on aura l'indication que c'est utilisé. Donc c'est une manière de garder une certaine neutralité par rapport à des utilisations. Hein. Bon. Laissons la langue vivre sa vie et utilisons-la comme elle se présente à nous. Oui, mais elle change et on note quand même les changements qu'elle peut avoir. Oui. Et on propose. Très bien. Moi, je trouve ça très bien hein, que alors, France Terme propose des mots pour remplacer les anglicismes qui nous arrivent en masse, etc.
Des fois, ça Moi-même, je marche, suis des fois, non. militant, j'utilise systématiquement courriel, que je trouve tellement plus parlant et plus clair que email. Laissez ma malle tranquille. Alors, courriel a pris pour l'adresse électronique, Oui. alors que ça n'a pas pris chez nous pour parler d'un message. Ouais.